Excusez-moi pour ce petit souci. La présentation va se faire à deux. Donc une partie par mois, les 5 ou 6 premières minutes. Et après, je passerai la parole à un autre intervenant qui, malheureusement, n'a pas pu venir et qui sera en visio Zoom. Donc à rajouter que le PC s'est mis à faire un reboot BIOS, donc tout va bien se passer. Bonjour, donc je suis David Trébosque, je suis président de l'asso BDPV et on va vous parler de l'analyse des performances d'un système photovoltaïque avec de la data science et des données météorologiques. Une rapide présentation de Asso BDPV. Nous sommes une association loi 1901, c'est-à-dire à but non lucratif, qui fait la promotion du photovoltaïque, donc de l'électricité verte, principalement pour les particuliers. Notre objectif, c'est d'essayer de maximiser les personnes qui installent du photovoltaïque sur leur toit de maison ou éventuellement sur des toits d'immeubles. On est un peu plus de 2000 membres qui sont répartis sur toute la France et l'association qui existe depuis 2016 est en fait une association qui se sert d'un site BDPV que je vais vous présenter juste après pour faire cette promotion. On fait de la promotion par le biais des réseaux sociaux, en participant à des salons et des foires où il y a des vendeurs de photovoltaïque. On discute aussi avec des organismes publics et c'est une partie de cette présentation. On partage en open source, en open data plutôt, les données récoltées par le site BDPV. Alors, je vais vous présenter le site BDPV, ce sera le plus simple. BDPV, c'est un site qui a été créé en 2008 pour les particuliers. Son objectif, c'est de suivre les performances d'une installation photovoltaïque. En 2008, on était vraiment au début du photovoltaïque chez les particuliers. Il était très difficile de savoir si son installation fonctionnait bien parce qu'on n'avait pas accès à des informations comme les données météorologiques par satellite comme maintenant. Et donc, on pouvait comparer la production de son installation avec toutes les installations qui étaient proches de nous dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres. Ça permettait en fait de savoir si, quand on avait une baisse de performance, si c'était un problème de soleil ou si c'était l'installation. Depuis, on a réalisé un rapport de performance qu'on va vous présenter et aussi, on a automatisé la mise en place d'alertes vers les propriétaires pour les prévenir que leur installation fonctionnait mal ou était en panne. BDPV, c'est une 20 000 installations réparties sur toute la France. Le site web est gratuit. On collecte des informations, certes de production et sur les caractéristiques de l'installation, mais on ne fait aucune revente et on est donc l'asso BDPV indépendant de toute société ou organisme. Là, c'est le QR code donc, pour aller sur le site BDPV et j'ai oublié de préciser que le site permettait aussi pour les personnes qui n'ont pas de photovoltaïque de faire une estimation de la production qu'ils auraient sur leur toit et de vérifier un devis s'ils en ont un. Donc sur la carte, on voit que 20 000 installations sont principalement sur la France, un petit peu en Belgique et puis quelques autres au Royaume-Uni. Avant que je passe la parole à Yves-Marie Saint-Drenant, je vous présente rapidement le rapport de performance. Le petit QR code que vous avez à l'écran permet d'aller justement sur une présentation plus complète de ce rapport qui est en tout petit en bas à gauche. Il est constitué d'une page qui résume en fait la vie de l'installation. Ça résume les caractéristiques de l'installation, les zones de panneaux qu'il y a sur l'installation et permet de voir donc si votre installation est performante, est-ce qu'elle produit réellement ce qu'elle devrait produire. Ça permet de voir la détérioration des panneaux ou du système dans le temps. Là, sur cette installation, on est sur une période de 5 ou 6 ans, puisque c'était depuis 2018, et permet aussi de voir si l'installation a subi des pannes dans le passé. Donc là, l'exercice va être celui de passer la parole
à Yves-Marie Saint-Drenant. Alors, vas-y, partage. Alors, est-ce qu'on voit? Oui, est-ce qu'on l'entend? Ouais, alors, merci David. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ah, c'est magnifique. Bon, d'abord, merci à tous, merci aux organisateurs de la conférence de nous donner l'opportunité de présenter notre travail. Alors, je suis vraiment désolé de ne pas être là, j'aurais vraiment adoré. En plus, j'ai passé mes plus belles années de ma vie à Nantes pendant mes études, donc ça aurait été un plaisir, mais malheureusement, je suis bloqué ici pour motifs personnels. Voilà, donc après cette première partie de la présentation de l'association BDBV, je voulais vous présenter, euh, alors voilà, la méthode qu'on a mise au point pour générer les rapports que viennent de vous présenter David. Donc de manière très globale, la génération de ce rapport est basée finalement sur trois points essentiels. Donc la première, c'est les bases de données qui sont utilisées. Donc, on a des bases de données météorologiques et de production photovoltaïque. Ensuite, on a des outils d'analyse que je vais détailler aujourd'hui. Et ensuite, les résultats de ces analyses sont résumés de la manière la plus claire possible. Hein. On a fait de notre mieux pour cela dans les rapports euh, que David vient de vous présenter. Donc, pour commencer, d'abord, j'aimerais vous parler des bases de données qu'on a mis au point pour faire ce travail. Il y a deux types de données qu'on utilise. Donc, les premières, ce sont des mesures de production. Donc, c'est des séries temporelles journalières ou infrajournalières de production photovoltaïque. Mais ça suffit pas. On a aussi besoin de connaître les caractéristiques de l'installation. Donc, pour cela, on a aussi une base de données qui décrit les installations et on sollicite les utilisateurs de cette base de données à nous donner encore des éléments dont on a besoin pour faire ce travail. Pour analyser les données de production photovoltaïque, on a besoin de connaître la météo. Donc, on a aussi mis en place une base de données météorologique, en fait, qui comporte deux variables météorologiques. La première, c'est la température. Donc, pour cela, on a fait des requêtes sur des données publiques, donc des sorties de modèles numériques météorologiques, donc les réanalyses ERA5. Et pour l'éclairement solaire, on utilise des estimations qui sont faites à partir d'images satellites. Donc ça, c'est aussi un service open source, c'est le service européen LSSF qu'on utilise pour ce travail. Ensuite, maintenant qu'on a décrit la base de données qu'on utilise, j'aimerais vous donner le cheminement global qu'on a mis au point pour faire ces analyses. Donc, la première étape qu'on fait, c'est de faire une simulation de référence. Cette simulation de référence, en fait, c'est un mètre étalon qui va nous permettre de mesurer le bon fonctionnement de la centrale. Alors, il y en a qui appellent ça des jumeaux numériques, c'est exactement la même chose. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est générer une simulation de la production qui tienne compte des caractéristiques de l'installation et des données météo. Voilà. Et en fait, ce qui est important pour nous, c'est que cette simulation de référence n'intègre ni les dégradations ni les pannes, parce que c'est après ce qu'on veut mesurer avec ce mètre étalon. Voilà. Donc, dans un deuxième temps, une fois qu'on a ça, on peut comparer les simulations théoriques avec les mesures de prod. Et ça nous permet de voir la tendance long terme. Donc, la tendance long terme, en fait, c'est le résultat de la dégradation des panneaux. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais les panneaux se dégradent au cours du temps. Ils perdent un peu de leur capacité de production. Mais ça peut aussi être de l'encrassement. Et dans un dernier temps, on combine ces deux informations pour détecter cette fois des erreurs plus ponctuelles, donc les pannes. Et en fait, dans cette présentation, j'aimerais vous expliquer ces trois parties principales pour que vous ayez un petit peu une vue d'ensemble du travail qu'on fait dans cette infrastructure. Mais avant de rentrer dans les détails, je voulais aussi dire quelques mots sur le choix de la méthodologie. Donc, j'ai vu en regardant le programme de la conférence que c'était vraiment très axé sur l'intelligence artificielle. Et nous aussi, on s'est posé la question au début de ces travaux s'il fallait aussi qu'on utilise des méthodes IA, du deep learning, du machine learning, des réseaux de neurones. Donc moi, personnellement, je les utilise au quotidien. Hein. Je travaille à l'école des mines de Paris. Mais pour choisir la méthode la plus adaptée, on a commencé à réfléchir vraiment quels étaient nos besoins.
Et la première caractéristique de notre travail, c'est que, en fait, on a besoin d'une méthode qui soit vraiment robuste opérationnellement. Donc, les données qu'on est amené à traiter, souvent, il y a des pannes, il y a des incohérences dans les données, ou alors, on a peu de données qui seraient nécessaires pour faire un apprentissage. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième point, c'est que la raison pour laquelle on fait tout ce travail, c'est pour détecter des pannes, des dégradations. Et très souvent, quand on communique ces informations aux utilisateurs, dans les jours, dans les semaines qui suivent, on reçoit un email en nous demandant comment ça se fait que mon installation, à moi, que je soigne très particulièrement, elle a ces dégradations, elle a cette panne. Et là, à ce moment-là, c'est important pour nous d'être dans la capacité d'expliquer comment on est arrivé à ce résultat. Donc, on a un réel besoin de traçabilité, d'explicabilité. Et ensuite, si on regarde le côté un peu plus mathématique du problème, donc encore une fois, si on fait tout ce travail, c'est que le fonctionnement d'une installation n'est pas canonique. C'est pas tout le temps la même chose. Or, quand on utilise des méthodes supervisées, à, on s'attend souvent à ce qui s'est passé dans le passé, sur la base d'apprentissage, se reproduise sur le test. Et ici, justement, c'est pas le cas. On n'a pas ce critère de stationnarité. Et deuxième point, c'est encore une fois la robustesse, mais cette fois-ci au sens mathématique. Donc, on va le voir par la suite. Toutes les méthodes qu'on utilise, finalement, on fait aussi des apprentissages, mais on a beaucoup d'outliers. Et donc, on a regardé en tenant compte de ces caractéristiques sur les méthodes qui existaient. Et malgré donc tous les travaux qui sont faits dans l'IA sur la robustesse et l'interprétabilité, hein, le Explainable AI, ben, on n'a pas vraiment trouvé d'outils qui remplissent toutes ces conditions, qui soient simples d'utilisation. Donc finalement, on a utilisé des approches plus classiques, mais quand même un peu poussées. Je vais revenir là-dessus. Alors, pour revenir sur notre chaîne de traitement, la première étape, c'est ce que j'appelais notre simulation de référence, le jumeau numérique. Donc, comment on a fait ça? Donc, la première étape, c'était de choisir un modèle paramétrique d'installation photovoltaïque. Donc là, on a utilisé des choses de la littérature, sur lesquelles on a contribué d'ailleurs, on a co-développé des modèles. Et en fait, ces modèles, ils donnent la production en fonction des données météo, le X, et de certains paramètres oméga qu'on ne connaît pas. Donc, on a besoin de connaître ces paramètres oméga pour pouvoir faire tourner notre simulation de référence. Donc, c'est un problème classique en mathématiques. Donc, on va faire une minimisation d'une distance, donc d'une norme entre les mesures et la simulation. Donc ça, comme ça, c'est simple. Si on va un peu plus dans le détail, vous vous souvenez que notre simulation de référence, on veut pas qu'elle tienne compte des pannes, on ne veut pas qu'elle tienne compte de la dégradation. Donc finalement, on ne peut pas utiliser des méthodes classiques pour estimer ces paramètres oméga. Donc là, ce qu'on a choisi, c'est des paramètres, une régression robuste. Donc on a utilisé une fonction d'erreur robuste soft L1 et un algorithme qui est borné. C'est-à-dire que chacun des paramètres est défini dans un intervalle de validité. Voilà, donc ça, c'est implémenté, ça marche plutôt bien. Ça a été voilà, un peu de travail. Et une fois qu'on a cette simulation de référence, la deuxième étape, c'est d'évaluer la dégradation. Alors, les dégradations, elles ont une caractéristique assez sympa, c'est qu'elles sont linéaires dans le temps. Donc, c'est une progression. On peut juste estimer ça avec une pente. Mais là aussi, notre problème, il est tout sauf gaussien. Enfin, l'erreur, le résidu de cette équation est tout sauf gaussien. Pourquoi? Parce qu'on a des pannes, on a pas mal de choses qui se passent qu'on ne contrôle pas encore. Donc, on ne peut pas simplement utiliser des régressions robustes qui minimisent les moindres carrés. Ce qu'on a utilisé, c'est quelque chose d'assez classique finalement, c'est des régressions robustes de Theilsen. Donc, l'idée est assez simple, c'est que au lieu de prendre le modèle de manière globale, on va choisir des couples de points x, y, et chacun des couples de points permet de déterminer une pente. C'est assez simple. Et si on reproduit ça des milliers de fois, on se retrouve avec une distribution de pentes. Et à ce moment-là, il suffit de prendre la valeur médiane, la valeur modale, et on a une estimation robuste de cette pente. Donc là encore, c'est quelque chose, on a testé différentes approches et c'est celle qui nous a paru le plus simple. Et la dernière étape, c'est un peu long, je suis désolé, la dernière étape, c'est de détecter les pannes. Donc à ce niveau, on a une simulation de référence, notre jumeau numérique, on connaît les dégradations, donc finalement, on a une simulation qu'on peut faire qui est assez proche des mesures, sauf quand on a une panne. Donc, comment on aborde le problème? Donc l'approche, c'est de calculer la performance de l'installation.
Donc, ça va être la mesure divisée par la simulation. Et cette mesure, normalement, si on a bien fait notre travail, elle est proche de 1, sauf quand on a des pannes. Donc, j'ai illustré ça avec ce petit diagramme. Donc, vous voyez, quand c'est en vert, l'installation fonctionne bien. Et on a des deux pannes, la zone orange et rouge. Et en fait, ces pannes-là, elles sont marquées par des changements abrupts de la performance. Donc, on a vraiment une chute de la performance dès qu'on a le début ou la fin d'une panne. Donc, mathématiquement, détecter les pannes, ça revient à connaître les points de rupture. Donc là, ce qu'on veut chercher, c'est de savoir combien on a de points de rupture, premier point. Quand est-ce qu'ils ont lieu, ces points de rupture? Et puis ensuite, pour chacun des intervalles formés par chacun de ces points de rupture, de connaître la performance de l'installation pour pouvoir dire si c'est une panne ou pas. Euh, alors, ce problème, en fait, il a une très haute dimensionnalité et en plus, il est mal posé au sens mathématique du terme. C'est-à-dire qu'on a plusieurs solutions, dont certaines qui ne sont pas celles qu'on souhaite avoir. Et en fait, il y a des méthodes en fait, qui sont assez classiques pour résoudre ce problème, qui sont des méthodes bayésiennes, mais c'est aussi ce qu'on utilise. Donc, on a utilisé une méthode de Monte-Carlo par chaîne de Markov, MCMC, qui marche très bien. Et je vais vous montrer des résultats dans les prochaines planches. Donc là, dans cette dernière partie de la présentation, je voudrais vous montrer quelques exemples de rapports, pour que vous puissiez voir finalement à quoi ça ressemble le travail qu'on a fait. Alors, dans ce 4 minutes, pas de souci. Donc, dans cette planche, ce qu'on peut voir en bleu, les barres bleues que vous voyez ici, c'est les mesures et la ligne rouge, c'est la simulation. Donc, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'on a une bonne adéquation entre la simulation et la mesure. Donc, tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent marche plutôt bien. Hein, c'est implémenté sur plusieurs milliers d'installations. On a des retours assez bons. Et le nuage de points que vous pouvez voir en bas à gauche, c'est l'évolution de la performance au cours du temps. Donc là, on voit qu'elle est proche de 1 et puis elle ne diminue pas trop. Donc on a vraiment une installation qui marche plutôt bien. Et c'est celle de David au passage. Donc sur cet exemple, je voulais vous montrer une installation sur laquelle on a une panne. Donc notre système a bien détecté cette panne et à ce moment-là, on crée une alerte qu'on va partager avec l'utilisateur. Un autre exemple ici, vous pouvez les voir sur le graphique du bas à gauche que la performance, le nuage de points, décroît lentement au cours du temps. Et la ligne noire qui est superposée correspond à notre régression robuste et on voit qu'on peut estimer assez proprement une dégradation qui est ici de l'ordre de 3%. Donc, sachant qu'on on a un panel d'installations et on a vu des installations qui n'ont presque pas de dégradation, d'autres qui ont des dégradations jusqu'à 20% par an. Donc, c'est vraiment important pour eux de le savoir. Alors, un dernier point que je n'ai pas trop mentionné, c'est les ombrages. Donc, pour faire cette simulation, on a beaucoup d'installations où on a des arbres, des bâtiments qui font de l'ombre. Et là, on peut le voir sur cet exemple, les zones grisées correspondent à des sous-productions dues aux ombrages. Donc, on peut voir que c'est quelque chose qui se répète d'année en année et qui a lieu pendant les mois d'hiver. Alors, juste pour finir, donc tout ce que je vous ai présenté, ça repose sur les données. Donc, c'est 1,3 téraoctets de données satellites entre 2023 et 2024. Donc, c'est 200 gigaoctets par an. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est pour une petite association comme la nôtre, c'est beaucoup, beaucoup de données. Donc, c'est un vrai investissement qu'on a fait. Euh, on génère 3000 rapports tous les mois. Alors, on se limite aux installations qui ont suffisamment d'archives et qui nous fournissent des données journalières. Si on n'a que des données mensuelles, on ne peut pas faire ce travail. Et donc, BDPV tourne sur PHP, mais tout le travail que je vous ai présenté dans les dernières planches, ça tourne sur Amazon. Donc, S3 pour le stockage, on a des lambdas pour faire tourner nos codes Python, etc. Voilà, juste pour conclure, donc vous avez compris, la donnée est centrale pour le service ABDPV. On n'a pas utilisé d'outils d'intelligence artificielle parce que ça ne répondait pas vraiment à nos besoins, mais on est ouvert et on n'exclut pas de le faire dans le futur. Par contre, on utilise d'autres méthodes mathématiques avec beaucoup de succès. Les rapports que vous avez vus sont ouverts aux utilisateurs, même s'ils sont encore en cours d'évaluation. Donc, il peut y avoir des erreurs. Et on a identifié des axes d'amélioration, donc les ombrages, les effets du nettoyage, les réparations de panne qui sont difficiles à résumer sur ces rapports. Alors, BDPV, donc on a fait un travail
important. Malgré tout, on aimerait que ça aille plus vite, mais il faut garder en mémoire que BDPV est une association bénévole et en fait, l'avancée du travail est proportionnelle au nombre de dimanches pluvieux. Voilà, donc si vous avez des questions, on sera heureux, David et moi, d'y répondre. Et si jamais ces questions arrivent plus tard, n'hésitez surtout pas à nous contacter à l'email suivant, contact@bdpv.fr. Merci beaucoup pour votre attention. Ok, merci. Merci Yves-Marie. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation ou par rapport à ce qu'on a dit? A priori, non. Eh ben, c'est bon. Merci beaucoup. Et puis, si vous voulez revoir cette présentation, elle sera sur le replay de Salon de Nantes. Merci.